J'en avais parlé, du coup, il y a un article de Reporter qui raconte un petit peu les dessous d'un collectif qui s'appelle Antitech Résistance, qui est un collectif qui essaie de plus en plus de s'infiltrer dans les luttes écolo. Notamment, j'ai vu des gens dans le chat qui étaient en mode ah putain, à Rennes, ils ont bordélisé une de nos AG, etc. Ils sont trop chiants. Et qui est assez intéressant parce que c'est une, comment dire, une forme en fait de militantisme littéralement écofasciste, quoi. Genre, c'est littéralement les écofascistes, quoi. Donc, survivalisme, discipline, antiféminisme, plongé dans le collectif Antitech Résistance. Donc voilà, donc si vous voulez savoir, les FAF se mettent aussi à l'écologie, entre guillemets. Mais après, bon, ça vient pas de nulle part, hein. Il y a des branches du fascisme qui ont toujours été portées sur l'écologie, entre guillemets, mais plutôt l'idée du retour à la nature plutôt que l'écologie véritablement. C'est des Américains mentaux qui veulent construire une cabane dans les bois. C'est plutôt des nazis mentaux. Parce que chez les Allemands aussi, il y avait ça à l'époque. Donc le groupe Antitech Résistance, et c'est aussi des Britanniques mentaux parce que il y avait aussi des trucs comme Deep Green Resistance, des rangs desquels ont été extraits des transphobes assez notoires en Grande-Bretagne notamment, avec une philosophie d'une idée d'une réification de la nature, d'un retour à la nature, mais la nature comme ordre et comme ordre autoritaire. C'est-à-dire la nature avec une image de la nature est faite d'ordre hiérarchique naturel et les sociétés humaines se doivent de copier ces ordres hiérarchiques naturels. Et c'est pas Mathieu Burgalassi qui a fait un livre dessus. Je sais pas s'il parlait spécifiquement d'Antitech Résistance, lui il parlait surtout des survivalistes Burgalassi. Et là en l'occurrence c'est la branche on va dire côté écolo quoi. Carrément antiféminisme, mais bien sûr antiféminisme, bien sûr. Mais parce que c'est les ordres naturels doivent s'appliquer au corps biologique national. En France, on n'avait pas Eugénie Bastier là-dedans. Eugénie Bastier, elle était dans la vibe plus intellectuelle de ce truc-là, mais en effet, Eugénie Bastier, elle vient de ça, en effet, avec la revue Limite, tout ce qu'on appelle l'écologie intégrale en France, mais qui est plus du côté catho-tradi. Et en effet, Eugénie Bastier vient de là, avec la revue Limite, mais il y a plusieurs branches différentes. Alors en effet, beaucoup de malthusianisme, comme tu dis, beaucoup d'idées de contrôle des populations, et avec, vous imaginez bien, tout le truc raciste derrière, etc. Julien Rogier a méga un discours comme ça. Ouais, aussi. Souvent, en fait, la pipeline que vous allez suivre, parfois vous allez voir des féministes qui commencent à suivre une pipeline d'extrême droite. Bah souvent, c'est par les trucs un petit peu new age, féminin sacré, qui t'amènent en fait dans ce genre de milieu-là aussi, quoi. Bref, mais lisons l'article. Donc, le groupe Antitech Résistance développe sa notoriété dans le milieu écologiste grâce à une communication tapageuse. Son idéologie lui attire l'hostilité d'une large part du mouvement social qui la qualifie de réactionnaire. Un ours, une fourche et une hache. Le logo floqué sur les pulls de la dizaine de militants du collectif Antitech Résistance qui participaient à un camp d'été au mois d'août annonçait la couleur. Ils s'y sont formés à l'orientation en forêt, à des techniques de survie, à la théorie technocritique et à l'autodéfense. Donc on retrouve les trucs des survivalistes, mais avec une vibe spécifique vraiment à une idée d'écologie radicale. Quelques jours plus tard, leur prise de parole à l'une des assemblées générales parisiennes de préparation du mouvement Blocontout le 10 septembre a été accueillie par une vive hostilité. Les militants d'ATR y ont été qualifiés de bande de fascistes. L'AG a fini par voter leur exclusion, car depuis sa création à Rennes en 2022, le groupe concentre les critiques des activistes écologistes, des militants antifascistes et des collectifs technocritiques. Donc ils restent à la marge de leur milieu, mais ils ont une strate d'entrisme assez agressive, quoi. Et notamment, c'est l'extrême droite qui utilise de l'entrisme, c'est du foutage de gueule. Ah bah, je vous mets un peu de nazisme sur votre survivalisme. Oh bah souvent. Donc Antitech Résistance, qui considère que la crise écologique actuelle découle uniquement du système techno-industriel, a pour seul objectif de démanteler le système technologique selon son manifeste. Le collectif, qui s'affirme ni de droite ni de gauche, déjà on commence à avoir un peu mal au cul, consacre tout de même beaucoup de temps à critiquer les luttes de gauche, notamment les soulèvements de la Terre. C'est vraiment les hops des soulèvements de la Terre, quoi. Ils sont en mode on est ni de droite ni de gauche, mais les gauchistes, vous méritez d'aller dans des camps de concentration, vous méritez de... hors de nos luttes. ATR dit ne pas militer pour des causes progressistes, féminisme, antiracisme, lutte LGBT, animalisme, écologisme, etc. car les luttes sociales accentuent la résilience du système technologique. Ce dédain pour les autres luttes entretient l'idée qu'ils sont la seule alternative viable pour lutter. Analyse Antoine Dubiot, auteur de Écofascisme, c'est vraiment un des auteurs de référence sur le sujet. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment le truc de, en gros, les luttes sociales accentuent la résilience du système technologique, sous-entendu, si les étaient morts du sida, on s'en tiendrait mieux, quoi. Les trans, il ferait mieux de pas transitionner parce que c'est Big Pharma. Les meufs, elles feraient mieux d'arrêter de nous faire chier avec leur féminisme parce qu'avec leur connerie de pilule, bah en fait, elles ont voulu la pilule et résultat, ça a fait du mal à la planète en fait. C'est du darwinisme social en fait. Anthony Bieux, c'est un pote des potes à Genève, il est basé. Ouais, de fou, mais le bouquin Écofascisme, il est hyper intéressant, hein, franchement. N'hésitez pas, si vous voulez lire un petit peu plus là-dessus, à aller checker son bouquin. Donc, une idéologie qui remet en cause les outils de la médecine moderne. Lola, une militante d'ATR rencontrée par Reporter pour répondre au nom du collectif Nuance. Il s'agit plutôt d'une hiérarchie d'urgence que d'importance. Oui. Une hiérarchie d'urgence, oui.
Bien sûr. Donc la hiérarchie d'urgence, c'est surtout de ne faire aucun cas des personnes pour qui il y a littéralement des projets de génocide. D'accord. Laisse-moi deviner, ils sont anti-vax aussi. Bah j'imagine. Hein. La médecine et les progrès sociaux facilités par la technologie constituent les principaux points d'accroche avec le reste des militants progressistes. La pilule abortive est ainsi résumée à un empoisonnement quotidien. L'IRM n'existe pas sans structure énergétique militarisée et sans extraction minière. La PMA est une artificialisation de la reproduction. Le collectif est accusé par ses détracteurs de validisme et de transphobie car l'aboutissement de sa lutte supprimerait, entre autres, l'accès des personnes trans aux moyens médicaux et chirurgicaux de transition. Et en fait, c'est ça, c'est un truc de... En vrai, t'as des façons de gauche d'être critique de la technologie. Et en vrai, ce qu'ils disent, et c'est pour ça je pense que ça peut séduire et ça peut alimenter de la confusion, c'est que c'est pas faux. Beaucoup de technologies médicales sont développées en tant que technologie militaire au début. Mais uniquement parce que l'État considère une priorité aux militaires. Et que du coup, il y a beaucoup de thunes dans la recherche militaire. Et cette thune finit par bénéficier au médical. Mais genre, c'est pas parce qu'il y a une priorité... En fait, démanteler le système militaire ne signifie pas démanteler le système médical. Et pareil, tu vois, sur les questions féministes, trans, etc., t'as un truc où presque, à force de penser que tu prends la technologie dans son ensemble et tu t'attaques au système, etc., bah finalement, ce qu'ils font, c'est s'attaquer en fait à des épiphénomènes du système. La pilule abortive, le truc que tu prends pour avorter. Genre, c'est quand même pas le truc principal que vend Big Pharma. On va pas se mentir. Parfois, oui, en effet, quand t'es écolo, que t'es critique de Big Pharma, que t'es critique du capitalisme, etc., bah c'est difficile d'en utiliser les outils et de te dire, bah putain, genre, quand tu vas à la pharmacie, de refaire dans ta tête le chemin et l'histoire de la pilule. Même, tu vois, genre la pilule, et moi ça me fait penser à Janice Raymond. J'avais fait ma toute première vidéo YouTube, c'était sur les TERF, les militantes anti-trans. Et quand j'avais écrit ma vidéo, j'avais commencé à développer tout un tunnel que finalement j'ai pas laissé dans la vidéo, que j'ai pas laissé dans l'écriture, mais tout tunnel pour détailler les liens que peut entretenir donc Janice Raymond, donc la meuf qui a littéralement mis en mots, la première meuf qui a mis en mots le féminisme anti-trans, avec les milieux anti-avortement. Parce qu'en fait, en faisant mes recherches, j'avais trouvé un collectif qui s'appelle FINRAGE, c'est Feminist International Network Against Reproductive and Genetic Engineering, un truc comme ça, Reproductive and... bref. En gros, c'est un réseau féministe international qui lutte contre l'ingénierie génétique et contre, par exemple, les expérimentations sur les fœtus, les trucs comme ça, etc. Donc, j'avais lu un rapport de FINRAGE, justement. Dans ce rapport-là, à un moment, je voyais que l'autrice ou les autrices de ce rapport remerciaient et donnaient énormément de crédit à Janice Raymond, donc la théoricienne du militantisme anti-trans, et qui, dans cet article-là, la remerciait de sa contribution à la lutte, et notamment à la lutte contre la santé sexuelle. Parce que du coup, tous ces milieux-là, etc., ont un truc qui considère que ce qu'on appelle la santé sexuelle n'est qu'un outil du patriarcat pour contrôler les femmes. Pour moi, c'est aussi un outil féministe pour justement empêcher que les femmes ne crèvent quand elles veulent choisir si elles ont un gosse ou pas, mais d'accord, si vous voulez. Et en fait, t'as un truc de... Parfois, ça part de trucs qui peuvent être légitimes. Tu vois, genre Janice Raymond, dans son bouquin, elle parle, parce qu'elle est vraiment en mode Big Pharma à créer les trans pour mettre fin au féminisme, etc. C'est vraiment... Janice Raymond, c'est son obsession, tu vois. Et donc, Janice Raymond, dans son bouquin, elle parle du fait que beaucoup de technologies de reproduction et de contrôle de la reproduction, donc la pilule, les stérilets, les trucs comme ça, ont été expérimentés en premier lieu sur des femmes indigènes, sur des femmes colonisées et sans leur consentement. Et c'est vrai, mais pour mieux en empêcher l'accès aux femmes blanches. Et tu sais, t'as un truc où tu pars d'un constat qui est vrai, mais du coup, tu crois que ce constat va tellement dégoûter, tu paries sur le fait que le constat va tellement dégoûter ton audience, que ton audience va naturellement tirer la conclusion de « il faut se débarrasser de tout ça parce que ça me dégoûte ». Tout ça a été expérimenté sur des femmes indigènes non consentantes, donc il faut mettre fin à tout ça. T'es en mode, bah en fait, pas forcément. Et que peut-être que le problème, c'est justement l'expérimentation sans consentement, plutôt que l'existence même de l'idée qu'on puisse avoir une pilule pour choisir quand on fait des gosses. Et en fait, t'as plein de trucs où justement ils vont partir de ça pour justifier que du coup la pilule n'aurait jamais dû exister si voilà, et que du coup comme la pilule n'aurait jamais dû exister, on doit y mettre fin. Et ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans cet argument, tu vois, genre l'IRM n'existe pas sans structure énergétique militarisée et sans extraction minière. Oui, mais en attendant, les gens vivent quoi. Mais eux, leur conclusion, c'est il faut lutter contre la médecine, il faut lutter contre la pilule, il faut lutter contre la PMA, qui est une artificialisation de la reproduction. Et en fait, t'as cette idée-là. Et en fait, moi, c'est pour ça que... Moi, c'est là qu'arrive ma limite à l'écologie, tu vois. C'est vraiment tout le piège de l'écologie intégrale, proposée par des franches cathos, les Eugénie Bastier, les trucs comme ça. C'est qu'en fait, l'écologie intégrale te pousse à percevoir, en fait, l'idée d'artificialité comme presque le péché des hommes.
que le péché des hommes, on retrouve beaucoup ça dans les discussions sur le transhumanisme aussi, à quel point ils sont obsédés sur le transhumanisme, mais que le péché de l'être humain, ça, là je vous parle de la version religieuse, c'est d'avoir voulu remplacer Dieu et d'avoir voulu dépasser Dieu dans sa puissance créatrice. Du coup, ils ont tout ce discours-là, toute cette rhétorique de l'artificialité, où l'artificialité va à l'inverse de la main de Dieu, etc., ou du projet humain, de ce pourquoi on est fait. Pour les versions les plus athées, ça va à l'encontre de notre biologie et de notre biologie naturelle, etc., etc. Mais en fait, t'as un truc le propre de l'être humain, c'est l'artificialité. À partir du moment où on est des animaux sociaux qui se réalisent par etc., etc., en fait, soit tu fais le choix humaniste, c'est-à-dire d'accepter que le propre de l'être humain, c'est l'artificialité, parce qu'on est des animaux sociaux, parce qu'on crée des choses, parce que etc., et que justement, l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette artificialité, ou alors tu considères qu'il faut revenir à l'âge de pierre parce qu'on est allé à l'encontre de notre instinct naturel et que notre instinct naturel ne doit pas être des êtres humains, mais finalement presque des animaux en fait finalement. En fait, c'est une espèce de retour artificiel à l'animalité. Et c'est ce qui les rend autant artificiels en fait. Ils sont ultra artificiels puisqu'ils veulent artificiellement nous forcer à revenir à un état humain duquel si tu mets une société humaine là-dedans, la société humaine elle en sortira. Hein. La société humaine elle en sortira naturellement parce que c'est la marche qu'on a connue depuis des années et on ne peut pas revenir en arrière. Et en fait, le seul moyen de forcer les êtres humains à rester à l'âge de pierre, c'est par des sociétés de contrôle ultra autoritaires, etc. Et c'est pour ça qu'on le retrouve chez les nazis, quoi. En cela, il s'oppose totalement à l'extrême droite pro-transhumaniste comme Elon Musk, le fondateur de PayPal. Exactement. Mais c'est intéressant parce que ça montre aussi les clivages qu'il peut y avoir dans ces extrêmes droites totalement charmées, quoi. C'est que d'un côté, t'as des Elon Musk, Peter Thiel qui sont en mode le transhumanisme, on va uploader notre conscience dans le cloud et on va se débarrasser entièrement de la nature. Et eux, ils sont dans le truc inverse de on va retourner entièrement à la nature et on va détruire tout ce qui permet que, je sais pas, les femmes aient une vie tranquille, qu'on meurt pas de cancer, qu'on meurt pas d'un rhume à 30 ans. Enfin voilà, quoi. Et en effet, les deux se rejoignent dans l'antiféminisme et dans l'idéologie anti-trans. Comme quoi, quand on parle d'anti-féminisme, de LGBT-phobie, d'idéologie anti-trans, etc., c'est pas quelque chose qui appartient à un camp spécifique, mais c'est des idéologies qui sont, qui sont adaptables et malléables à tout contexte possible. À partir du moment où tu veux considérer que les personnes trans ne font pas partie de l'humanité, tu vas pouvoir le justifier de toutes les manières possibles. Le collectif est accusé par cette attaque de validisme et transphobie, etc., car l'aboutissement de sa lutte supprimerait, entre autres, l'accès des personnes trans aux moyens médicaux et chirurgicaux de transition. Existent aussi les hôpitaux. La médecine est l'antichambre de la mort, rafistolant dans la mesure du possible et du rentable les pièces cassées d'un système mortifère. Et tu sais, c'est bien écrit, c'est beau, c'est super, c'est radical. Tu sais, tu les as, t'es en mode, oui, c'est l'antichambre de la mort, la médecine, etc. Oui. Mais du coup, ils disent, il faut s'en débarrasser. Bah non, du coup, vers l'eugénisme. Bah non, en fait. Lola tient à préciser, c'est une conséquence, mais pas un désir. Beaucoup d'autres personnes que les personnes trans seront concernées. Bah merci de nous rassurer. Non, mais on n'a pas de haine envers les personnes trans. On dit simplement que la conséquence de notre utopie, c'est que ils n'existeraient plus. Mais c'est pas de la haine. Et c'est là qu'on retrouve beaucoup de l'eugénisme Bastier. En fait, c'est là qu'on retrouve beaucoup de ce truc-là, Cato, dont je vous parlais. C'est que dans les trucs d'écologie intégrale, etc., ils ont vraiment ce truc-là que tu trouves beaucoup chez les chrétiens de « je n'ai pas de haine, moi j'aime mon prochain », etc. Et ils te disent avec le sourire et en prétendant t'aimer qu'ils veulent que tu n'existes pas et que tu disparaisses. Et en fait, c'est ça, c'est que vraiment en mode « ce n'est pas de la haine, on milite pas contre vous, mais on milite pour abolir vos conditions de possibilité d'existence ». Genre, désolé, moi je milite pour l'abolition de la bourgeoisie en tant que classe. C'est que j'apprécie pas trop les bourgeois et ce qu'ils en font, tu vois. Genre, tu ne peux pas militer sans haine et sans détestation contre un groupe de personnes. La question, c'est est-ce que cette haine est légitime ? Ça, c'est la question politique, c'est pas pareil. C'est vrai, sous couvert de bonnes intentions, on te hait quand même. Bah oui, mais c'est très... Moi, ça me fait vraiment penser à vraiment tout le discours qu'il y a dans les thérapies de conversion, etc. C'est on ne te hait pas, mais on veut t'aider. Pour Antoine Dubio, cette vision extrême du système médical piétine même une partie de la pensée technocritique, capable de théorisation fine de la critique de la médecine moderne. Ça, c'est qu'en fait, t'as toute une autre théorisation technocritique qui est beaucoup plus subtile, en fait, dans sa façon de voir les choses. Il y a un gros pan de la technocritique qui est en mode, il faut réconcilier la contradiction entre le fait que la technologie nous sauve autant qu'elle nous enferme. Et comment est-ce qu'on augmente le taux de elle nous sauve en réduisant le taux de elle nous enferme? En fait, comment est-ce que on pense la technologie comme émancipée du capitalisme, comme émancipée du profit, etc. Comment est-ce qu'on libère la technologie de l'accaparement individuel, de l'accaparement économique, etc., etc. Et il y a tout un pan de la pensée technocritique qui ne pense pas l'abolition de la technologie. Donc, Antitech Résistance base son socle théorique sur Theodore Kaczynski, le mathématicien et
néoludites surnommés Unabomber, condamnés pour des attentats meurtriers à la lettre piégée entre 78 et 95. Le collectif assure partager nombre des lucides analyses d'Unabomber sur les implications sociales du progrès technologique, mais absolument pas cautionner ses actes. Non mais, on est contre le terrorisme, mais on est d'accord avec tout par contre. Après, by the way, c'est le cas de Luigi Mangione aussi. Plusieurs publications du collectif sur le réseau social Instagram arborent néanmoins le hashtag TEDPilled, qui rassemble les publications inspirées par la pensée et les actions de Kaczynski, ou parce que c'est Ted Kaczynski, sur le modèle du hashtag RedPill, référence à la pilule rouge de la sortie du monde illusoire dans le film Matrix, utilisé par les activistes masculinistes en ligne. Alors pas que les masculinistes, c'est utilisé par tous les nazis, globalement par toute la nébuleuse extrême droite utilise la métaphore de la RedPill. Et encore une fois, la RedPill de base c'était les féministes qui l'employaient, mais du coup les antiféministes l'ont rien. Donc entre les posts d'Instagram et les flyers promotionnels des différents camps en montagne organisés par le groupe L'Esthétique d'ATR, alerte Mathieu Burgalassi, anthropologue spécialiste du survivalisme. On y retrouve la nature fétichisée, un passé mythifié, le retour des lois naturelles, un idéal du corps sain. Oui, le corps sain aussi, ça c'est hyper important. Les références à la self-défense posent question. Contre qui se prépare-t-il à se défendre? À cette question, Lola répond: les sports de combat sont répandus dans les milieux militants, mais nous ne déterminons pas d'ennemis. Et ça, le problème, c'est que tu dis ça, t'es en mode genre, tu sais, tu demandes ça à des antifas. Les antifas, ils disent, c'est parce qu'il y a un affrontement avec des fascistes dans la rue et que les fascistes nous tabassent, du coup on se défend, tu vois. Elle est en mode, non, mais on n'a pas d'ennemis particuliers. Il y a beaucoup de gens qui font des sports de combat, ouais, mais sauf que eux, ils assument en fait l'utilisation de la violence. Vous assumez pas, du coup ça vous rend un peu bizarre. Le site du collectif explique: ATR souhaite former des guerrières et des guerriers dotés d'une détermination sans faille. C'est donc eux les vrais éco-terroristes en fait. Un sens de la discipline fort qui contraste avec l'horizontalité des autres collectifs écologistes, note Antoine Dubiot. Est-ce pour autant un collectif écofasciste? Pour le chercheur, la réponse courte est non. Mais il précise: ATR contribue au processus de fascisation de l'écologie. Ce collectif porte un discours essentialiste sur le plan sexuel, eugéniste et validiste, qui sort des caractéristiques de l'écofascisme, mais une autre manque et est très importante, c'est la dimension raciale. Ok, donc en gros les écofascistes, c'est généralement la dimension raciale est beaucoup plus présente, et eux, ils sont surtout sur la partie eugéniste, validiste, etc., qui est quand même assez présente en fait dans le fascisme et chez les nazis, mais ils ont l'air de pas se prononcer sur les étrangers, quoi. En tout cas, ils n'articulent pas publiquement la question raciale. Après, ils ont quand même mentionné être hors de la lutte antiraciste. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils parient sur le fait qu'ils peuvent davantage afficher leur homophobie et leur antiféminisme plutôt que leur racisme, pour l'instant. Mais pour moi, je vois plutôt que ça comme de la dissimulation plutôt que comme de l'honnêteté. Parce que généralement, quand t'as cette logique validiste, eugéniste, essentialiste au plan sexuel, etc., la politique sexuelle raciale est généralement pas très très loin, quoi. Généralement parce que on se rapproche très très vite des Völkisch. Les Völkisch qui sont donc cette idéologie qu'il y avait dans l'Allemagne dans les années 30, qui porter aussi un petit peu ce parallèle avec la nature et qui traverse absolument tout. Encore une fois, je vous encourage à aller écouter le podcast In Bed with the Right, et notamment le dernier épisode de Projet 1933, où tu avais tout un pan en fait de sociabilité, de militantisme, etc., autour du retour à la nature, et où il y avait un petit peu cette idée de la culture à l'allemande, avec cette mise en parallèle de la culture et de l'écosystème, où la culture humaine, la société humaine ne peut que se développer dans un environnement spécifique. Et si tu places une personne extérieure à cet environnement quelque part, c'est que tu la déracines pour l'enraciner artificiellement dans un autre sol. Et que du coup, il y a toute cette idée que la culture allemande doit rester dans un écosystème allemand, donc racialement pur, pour continuer de poursuivre, etc., etc., quoi. Et en fait, ça tout ce truc-là qui amène, en fait, par l'analogie avec la nature, à revendiquer justement une pureté raciale au travers de cette analogie de la nature, du coup, les Allemands blancs doivent avoir la priorité et la suprématie sur la terre allemande, et les autres n'en sont que des parasites qui vont détruire les récoltes, quoi. Théorie des climats plus. Ouais, c'est ça. Plus d'une centaine de membres. Il n'y en a pas beaucoup quand même, hein. Le fonctionnement d'Antitech Résistance a conduit Alix à quitter ses rangs en 2024 après 1 an et demi de militantisme. Son départ a été motivé par de profonds désaccords politiques et stratégiques, notamment dans le refus d'intégrer les luttes progressistes, témoigne-t-il auprès de Reporters. Il décrit un fonctionnement centralisé qui s'appuie sur un système de grades à acquérir au fil des formations et de l'engagement. Donc là, on trouve vraiment ce côté militaire, vertical, etc., qui n'est pas là dans la pratique de l'écologie politique en règle générale, quoi. À sa tête, des cadres dont l'engagement correspond à un temps plein. ATR l'assume. Nous fonctionnons avec une hiérarchie transparente dans un souci d'efficacité. Les cadres prennent des décisions en démocratie directe, explique Lola. Nos cadres doivent se montrer pleinement dévoués à la cause et être prêts à faire des sacrifices, écrivent-ils sur leur site. Alix précise: il est déconseillé d'éparpiller son énergie dans d'autres luttes. Et on arrive aussi sur un côté un peu sectaire, où il est déconseillé d'éparpiller son énergie dans d'autres luttes,
qui n'est pas très très loin de tu te fais polluer le cerveau si tu t'intéresses à d'autres choses, de tu dois rester entièrement dévoué au chef. Et c'est un truc un peu sectaire qu'on trouve, je crois que Burgerassi il en parlait, hein, dans le survivalisme en règle générale, où tu as vraiment cet embrigadement et cette prétention en fait de la communauté à encadrer l'entièreté de tes pratiques intellectuelles, politiques, philosophiques, etc. etc. L'article ne le dit pas, mais ils sont suivis par la Miviludes. Ok, d'accord, oui, voilà. Donc on est vraiment dans la possibilité de dérive sectaire. Donc selon Alix, l'organisation comptait au moins une centaine de personnes actives lors de son départ. Donc ça reste un petit microcosme, un petit milieu. On est vraiment à l'échelle d'une milice en fait à ce stade, mais qui ont du coup une stratégie d'entrisme. Julie, quarantaine rennaise, s'inquiète pour une membre de sa famille dont elle est proche, entrée à ATR depuis plusieurs mois. Pour l'instant, je la considère perdue, dit-elle. Elle était en fin d'études, brillante, politisée à gauche et bien entourée. En quelques mois, elle a coupé les ponts avec une partie de ses amis à cause de disputes liées aux positions politiques d'ATR sur les luttes féministes et queer, a vidé son compte Instagram et envisage même de changer de ville pour participer à l'essaimage des groupes locaux d'Antitech Résistance. Donc là, t'as vraiment ce truc-là là, on arrive sur la dérive sectaire, quoi. Alors que Julie essaye de garder contact avec sa proche, elle se heurte à ce qu'elle estime être des éléments de langage. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit, alors qu'elle se sentait coincée par une question, « Je ne suis pas encore assez formée en rhétorique ». Donc c'est vraiment le truc où sa façon de se défendre psychologiquement, c'est de dire j'ai pas encore passé le bon grade de formation, quoi. Genre c'est vraiment, t'as le truc de son premier truc, c'est comment est-ce que je suis censé répondre selon ce que l'organisation veut que je réponde, quoi. Faut faire gaffe car j'ai rencontré tellement de bobos New Age qui se radicalisent et ce groupe pouvait trouver écho. Ouais, bah c'est ça. C'est que toutes les dérives un peu New Age qui sont toujours à la frange de l'écologie, etc. Ce côté très individualiste, on va être dans un tiers-lieu et puis on va faire des choses différentes et puis on va changer à notre échelle et puis oh là là, on va faire des rites chamaniques et puis oh là là, tiens, je vais commencer à faire bouillir mes pertes à la pleine lune, etc. etc. T'arrives très 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 vite là-dedans, quoi. Au vu des réactions virulentes qu'Antitech Résistance suscite dans les milieux militants, Julie s'inquiète pour sa proche. Alix, de son côté, regrette le discours dénué d'espoir d'ATR. C'est aussi, on retrouve aussi le côté, à proprement parler, nihiliste, en fait, qu'il y a dans ce groupe-là. C'est qu'il y a beaucoup d'idées de destruction et de sabotage, mais très peu, en fait, de construction, en fait, d'un après, quoi. Être concentré sur un principe de destruction crée un risque de cynisme et de démoralisation chez les militants. Lola le reconnaît, nous avons une analyse de la révolution par la négative. Nous ne parlons pas de l'après, car ATR aurait en principe vocation à disparaître une fois la révolution atteinte. De nouveaux groupes locaux en France. Après Rennes et Paris, ATR a créé des groupes locaux à Grenoble, Nantes et Lyon. Un essaimage qui correspond à une stratégie en 3 phases. D'abord recruter, puis faciliter l'action de groupes clandestins pour préparer l'après par l'autonomisation, et enfin relayer les actions de ces groupes clandestins pour empêcher le système de se relever. Aujourd'hui, le collectif semble encore la première étape de son projet, recruter tous azimuts. Et donc là, c'est là qu'il faut faire bellec. Pour cela, tous les moyens sont bons. Publications sponsorisées sur les réseaux sociaux, associations avec des influenceurs, conférences et apéros dans les diverses cellules locales. La force de frappe du collectif réside à l'heure actuelle surtout sur ses réseaux sociaux où il diffuse des vidéos intitulées « Pourquoi Planète Boum Boum est contre-révolutionnaire ? Pourquoi je ne suis pas de gauche ?» ou encore « La machine à laver a-t-elle libéré les femmes ?» Et c'est vraiment, tu vois vraiment tout ce truc-là de un peu en mode truc choc, un peu clash, où du coup les gens ils vont débattre en mode « Ah, comment ça, la machine à laver a-t-elle libéré les femmes ? Comment ça, Planète Boum Boum, etc. » En plus, ça tape facilement sur Planète Boum Boum qui sont vraiment les écolos bobos alternatiba qui font planète retraitée, c'est une planète brûlée. Enfin bref. Et du coup, ils tombent avec le côté un peu putaclic. Et après, progressivement, ils travaillent au corps, quoi. À l'origine, Son de Gauche, c'est un rassemblement de différents groupes, des anciens Extinction Rébellion, des autonomistes, des anarchistes, etc. Il y a aussi des vieux de DGR. Oh, ok, oui, d'accord, c'est logique. DGR, les gens, c'est Deep Green Resistance, qui est le truc dont je vous parlais en Grande-Bretagne, qui est un des trucs desquels a essaimé le militantisme TERF en Grande-Bretagne, en fait, qui est vraiment un mouvement qui existe depuis beaucoup plus longtemps, là où ça c'est un peu plus récent en France, quoi. Chez les militants écologistes, une autre pratique inquiète, l'entrisme. Et donc voilà, ça c'est le truc gros. Warning. Ils viennent sans se présenter clairement et assistent à nos réunions et nos événements alors qu'on sait qu'ils sont en désaccord sur les valeurs et la stratégie d'action, explique Matt, militant d'Extinction Rébellion à Paris. Et d'ajouter, ils ne cherchent pas vraiment à travailler avec les autres groupes. Comme ils les méprisent, ils sont là pour recruter. Ça rend les espaces concernés insécurisants pour les militants. Depuis sa création en 2022, ATR est accusé d'avoir noyauté le groupe rennais d'Extinction Rébellion qui est désormais boycotté par le réseau national. Ok, d'accord, donc c'est vraiment en mode on gangrène le bail et après, quand ils auront amputé la gangrène, du coup on continuera notre truc dans notre coin, quoi. Faut vraiment faire gaffe avec ATR parce qu'ils maîtrisent très bien les discours et méthodes habituels des militants de gauche. Bah ouais, de fou. C'est de là qu'ils viennent, quoi. Aujourd'hui, ce groupe local propose des formations théoriques et pratiques avec une esthétique très proche de celle d'ATR, troquant simplement les logos et la couleur rouge caractéristique d'ATR en vert. Littéralement le greenwashing. Ah, c'est états-unien DGR ?
Il me semblait que c'était britannique. Mais il y a des antennes britanniques aussi, non? Donc Sarah, une rennaise intéressée par les mouvements écologistes, s'est rendue à une réunion d'accueil. Au terme d'une présentation des formations dispensées par donc Extinction Rébellion Rennes, un diagramme est projeté. On y voyait 3 cercles, penser, agir et construire, sur lesquels étaient réparties plusieurs associations. Au centre du diagramme se trouvait Antitech Résistance. Au moment où il militait encore à ATR, Alix a beaucoup recruté dans la rue partout. Pour recruter le plus de gens possible, le flot est volontairement laissé sur un imaginaire, surtout sur les réseaux sociaux, qui n'est pas forcément celui de la gauche classique, détaille Alix. Ils vont chercher plutôt du côté des collapsologues, des survivalistes, avec une esthétique assez martiale. Et je pense que c'est aussi tout ce qu'a fait la collapsologie finalement à la gauche. Hein. C'était vraiment la méfiance qu'on a toujours eue avec la collapsologie, etc. C'est vraiment, c'est facile d'y mettre du nihilisme pour rien, quoi. En fait, de s'enfermer dans un truc obsédé finalement. C'est un peu comme l'apocalypse. En fait, la collapsologie, c'est l'apocalypse mais version écolo, quoi. Et en fait, finalement, ça te met dans une logique finalement attentiste, voire accélérationniste, où en fait, comme tu ne penses plus l'après, et comme tu ne penses plus l'après, tu ne penses plus le collectif humain finalement. Tu penses pas la question de qu'est-ce qu'on fait des liens humains, comment est-ce qu'on les retisse, bref quoi. Au-delà de la question transphobe des eaux, DGR a été très influent dans les milieux écologistes radicaux entre 2010 et 2020 via les podcasts Floraison. Ah mais oui, Floraison, bah oui. Les critiques de la non-violence par Peter Gelderloos ou leur maison d'édition libre. ATR naît à la dissolution de DGR France. Ah, donc c'est vraiment littéralement... Ok, d'accord, donc c'est littéralement les anciens de DGR France. A hérité de la réputation de DGR et profite largement de l'échec de la stratégie non violente portée par XR pour recruter. D'accord. Floraison, c'était DGR. Bah oui, Floraison, c'était là où il y avait plein de podcasts en titre sur Floraison, je crois, je me rappelle. Une des accroches communes utilisées par le recruteur chez ATR est l'éco-anxiété et la peur. Sur les réseaux internes à XR, des appels à vigilance circulent jusqu'à la publication en juin d'une tribune d'interorganisation sur le site du Mouton Numérique, ni de gauche ni de droite, mais bien réac. Donc voilà, donc globalement, vraiment ce truc-là où faut, pour les militants et militantes, faites Bélec à Antitech Résistance. Et surtout, c'est tout ce truc-là où, quand le nihilisme s'invite dans la lutte, c'est là aussi que le bruit des bottes commence à revenir, tu vois. C'est là aussi que tu rends ton camp politique, ton camp social malléable à une pensée Parce que je comprends qu'Antoine Dubio soit en mode, c'est pas exactement de l'écofascisme, mais ça peut amener assez facilement, en fait. Ok, d'accord, il n'y a pas la composante raciale, mais désolé, quand tu commences à penser le corps social comme un corps biologique, dans une logique de retour, de réification et de retour à la nature, la question raciale s'y invite très, 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 très vite, quoi. J'ai des potes de gauche radicale qui sont attirés par ATR. Mais parce que aussi, on est dans une période de dépression politique, les gens. En fait, c'est aussi ça, le fameux dooming, vous savez. Le dooming, ça peut amener au nihilisme, justement. Le sentiment que les luttes collectives sont complètement bouchées, qu'il n'y a plus aucun mouvement de masse, que les collectifs se cassent la gueule les uns après les autres. En fait, le sentiment d'impuissance politique permet, en fait, c'est d'où le truc de la collapsologie, etc., quoi. Le sentiment d'impuissance, c'est là-dessus, en fait, que font la floraison de ce genre de mouvement nihiliste. Et c'est aussi pour ça que c'est une des autres victoires déjà là, entre guillemets, du fascisme, et contre lesquelles il faut lutter activement, c'est l'absence d'espoir qui mène à ça, en fait. Moi, ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est le truc de sur l'intégration de la critique, comment la non-violence protège l'État, notamment qui était un truc vraiment contre Extinction Rébellion, avec lequel je suis d'accord, hein. Mais t'as un truc, comment dire, le fait de dire que la non-violence de Extinction Rébellion, c'est pas la non-violence de la Global Summit Flotilla, par exemple. C'est-à-dire que t'as des actions non-violentes qui sont de fait violentes pour l'État, et t'as des actions non-violentes qui sont chill, tu vois. Genre, je sais pas que l'époque, à l'époque d'Extinction Rébellion, etc., la vérité, ils étaient considérés comme non-violents uniquement parce que la sociologie faisait ça, tu vois. La sociologie un peu bourgeoise, etc. Et parce que leurs actions, mais en fait, l'action non-violente, en fait, t'es pas soit dans la non-violence pacifique, soit dans le terrorisme. Parce qu'il y a des actions de résistance pacifique et de résistance non-violente qui sont en réalité violentes pour l'État. La destruction de matériel, c'est une forme de non-violence. Techniquement. Tu sais, t'as plein de trucs où, genre, la non-violence ne se réduit pas uniquement à regarder le train passer. Mais en fait, il repose sur la critique de la non-violence pour dire, du coup, faut faire une milice. Et du coup, pour t'amener, en fait, finalement, une militarisation, en fait, de la lutte armée, quoi. En fait, tu pourrais faire des actions de sabotage sans avoir une idéologie écofasciste. Mais bien sûr, les soulèvements de la Terre. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils sont en bif avec les soulèvements de la Terre. C'est parce que les soulèvements de la Terre, ils ont une idée du sabotage et une pratique du sabotage qui fait des soulèvements de la Terre un anticorps à Antitech Résistance. C'est que ça fait que les actions des soulèvements de la Terre sont l'exact opposé parce qu'en fait, c'est des actions directes, mais en plus de ça, avec une théorie politique qui est beaucoup plus solide à gauche, quoi. Mais ça me fait penser à Palestine Action en Grande-Bretagne, qui se sont fait frapper d'interdiction là récemment, parce qu'ils font des opérations de
sabotage extrêmement léger sur des usines d'armement, par exemple. C'est une forme de résistance pacifique, c'est une forme de résistance non violente, c'est pas la guerre civile. Mais ça a suffi à ce que, comme ils font ça au nom de la Palestine, en plus qui touche à l'armement, qu'ils soient frappés d'interdiction, de terrorisme, etc. etc. quoi. La question c'est pourquoi alors certains préfèrent aller chez ATR que chez les soulèvements de la Terre. Parce que ATR utilise beaucoup mieux, je pense, les outils de recrutement et arrive beaucoup plus à mainstreamiser son action au travers notamment du survivalisme. Je pense que le survivalisme, c'est un truc où, mine de rien, le survivalisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quelqu'un pour organiser le truc. Ça veut dire que pendant plusieurs semaines, tu es dans un même camp avec les mêmes personnes, etc. etc. Donc il y a une structuration de la psyché, etc. Et ça veut dire que ça crée des gens avec une capacité d'organisation, de stages qui ne sont pas des organisations d'action qui est la lutte concrète, etc. mais des actions qui sont autour de l'action centrale, de sabotage, de trucs comme ça, etc. Ça en fait des groupes locaux qui sont beaucoup plus activables rapidement, quoi. Et aussi parce qu'ils sont anti-woke. C'est aussi le côté réactionnaire de ATR qui aide au recrutement, quoi. C'est l'idée de la pilule rouge, tu vois. Mais t'as l'impression de prendre la pilule rouge depuis un côté qui est un peu plus safe parce que c'est écolo. Et du coup, tu te rends pas compte que dans ton truc de ah ouais, et puis c'est vrai que quand même, moi ça me fait poser des questions sur la pilule et sur machin, etc. Bah en fait, t'as pas l'impression de prendre la red pill, mais en fait, tu prends la red pill, quoi. Après, moi, Alternativa, je suis plus dedans, mais j'ai l'impression que ça m'a évité l'autoroute du Doom à 20 ans. Mais ça m'étonne pas. Hein. En fait, le problème, c'est que l'écologie, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on est mauvais en écologie à Zawaprod, hein. Enfin, c'est pas la seule, mais c'en est une d'elles. Mais c'est qu'en fait, je pense que l'écologie, particulièrement, est un champ de lutte qui est le plus soumis au Doom, qui est le plus soumis au dooming. Parce que juste, c'est objectivement déprimant, quoi. Et que tu as du mal à percevoir la conciliation entre l'urgence et la possibilité qui peut soulager d'action ici. Par exemple, tu compares avec le féminisme. Tu as beaucoup de gens qui vont soulager leur féminisme par de l'action individuelle, par de la consommation de contenu individuel, et qui vont pas se sentir que c'est une trahison de leur féminisme, mais au contraire une façon de, ouais, même par une action à petite échelle, etc., etc., et de se dire, bon, le patriarcat va pas forcément tomber, mais on peut ménager des espaces, etc., et on peut attendre, on peut prendre notre mal en patience et accepter que c'est un peu lent, etc., etc. Mais sur l'écologie, t'as littéralement la fin du monde, surtout quand t'es dans les trucs collapsologie, etc., t'as littéralement la fin du monde en face de toi, tu vois. Donc t'as plus un truc de c'est plus difficile de faire accepter l'attente face à l'urgence, quoi. Parce que limite le féminisme t'es en mode au moins je me libère moi et je libère mes potes et j'aurais déjà gagné un truc. Alors que sur l'écologie, tu libères ta parcelle, t'as pas libéré le climat, tu vois. Tu peux terminer émasculer les gens qui font des VSS autour de toi en étant ultra vénère sur eux et ça donne l'impression d'agir concrètement. Ouais, c'est ça. Juste prendre soin des copains, c'est hyper proche. Bah ouais. Mais en plus parce que donc t'as à la fois le truc un peu en mode ah là là, je google les masculins sur internet et je suis contente et c'est sympa, tu vois. Mais aussi le truc concret de aider une pote quand elle subit des violences, faire des trucs concrets mais à une petite échelle où vraiment t'as littéralement sauvé la vie de quelqu'un, tu vois. Donc c'est pas que futile en vrai, et c'est aussi lourd de sens, notamment sur la question des VSS, mais pas que, tu vois. Parce qu'en vrai ce qui est plus déprimant dans le féminisme, c'est quand tu vas grandir en termes d'échelle, quand tu vas te poser la question par exemple la question du travail et la question de l'internationalisme. Alors là, oui, pour le coup, en fait, dès que tu poses la question du capitalisme et de l'imbrication internationale des dominations, là, le domi commence à revenir. Mais c'est comme sur l'anti-impérialisme. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve un peu parfois chez des confus. Tu sais, je pense à Kémy Séba, les trucs comme ça, tu vois. Mais je pense que fondamentalement, leur confusionnisme et leur côté un peu... parfois même les gens qui vont bander sur sur l'Égypte, sur les trucs en mode kémite bizarre et tout, bah c'est aussi que genre, c'est une façon de canaliser le sentiment général de dooming face à l'impérialisme en fait. C'est pour ça que l'ambiance Pierre Rabhi, etc., solution locale pour des ordres globaux, c'est hyper séduisant. Bah ouais, de fou. Et après, ça t'amène à... Voilà quoi. T'as Peter Thiel, le pote de Trump, qui a des discours sur la Magédon et la fin du monde, tout ça dans la mondiale actuelle. Bah oui. Mais en fait, en ce moment, on est dans une période apocalyptique. Pas parce que le monde va... Parce que c'est la fin du monde. Hein. Le monde va très bien aller. C'était aussi la fin du monde en 39, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais on est dans une période d'apocalypse parce que la droite chrétienne religieuse a de plus en plus un discours apocalyptique. Parce que les Peter Thiel, etc., les géants de la tech ont de plus en plus un discours apocalyptique. Parce que l'écologie a de plus en plus un discours apocalyptique. Parce que l'antifascisme a de plus en plus un discours... Et en fait, parce qu'en fait, on est à un point de bascule de l'histoire. Ça, clairement, on est à un point de bascule de l'histoire. On le voit tous les jours et c'est déprimant de le voir se dérouler sous nos yeux parce que c'est une chute très très lente. Tu sais, c'est le genre de chute, tu vois le clip sur TikTok, tu vois la personne qui tombe lentement, t'es en mode non, je souffre d'autant plus longtemps de te voir tomber longtemps parce que rattrape-toi. Non. Bref, donc c'est un peu ça. Mais en fait, t'as un truc de limite planétaire, c'est pas religieux. Non, mais c'est parce qu'enfin en 39, ils avaient pas le collapse environnemental. Mais c'est quoi le collapse, les gens? À quel moment on est failli?
À quel moment on est collapsé? D'un point de vue environnemental, il faut quand même considérer qu'on est alerté il y a presque 200 ans déjà. Tu peux pas comparer à 39. En 45, il y avait la bombe nucléaire. Les générations qui ont grandi dans l'après-guerre ont grandi dans une image de l'apocalypse nucléaire. Et je vous dis alors, parce qu'en fait, ok d'accord, je vais formuler ça différemment. Le collapse environnemental dans le Nord reste encore énormément, notamment je pense pour beaucoup de personnes qui militent et s'inquiètent de l'écologie, au point du symbole et du discours. Je ne dis pas que les gens qui s'inquiètent du collapse ne font que du blabla et que le collapse ne va pas arriver parce que c'est du blabla, blablabla, etc. Je dis simplement que la raison pour laquelle je le place dans ce foisonnement des discours apocalyptiques, c'est que ça rajoute un discours symbolique d'urgence et de fin du monde. En fait, je dis pas que la catastrophe écologique, etc. n'existe pas. Je dis simplement que ça s'ajoute en termes de discours à tous les discours. Ça veut pas dire que c'est pas légitime. J'estime que le discours d'apocalypse religieuse est illégitime et totalement faux. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un discours légitime d'apocalypse climatique, dans laquelle on est littéralement tous les jours et que ça s'empire de jour en jour, etc. Oui, on le sait. Mais simplement, ça veut dire que symboliquement, dans le monde du discours, de la pensée politique, de l'engagement politique, etc., etc., c'est un symbole de plus qui augmente le sentiment de désespoir et qui augmente l'impression que seules des solutions nihilistes, enfin que quitte à ce qu'il y ait des solutions radicales, autant qu'elles soient nihilistes. Le fait de penser à l'échelle mondiale aussi augmente le sentiment. Oui, de fou, oui, dès que tu passes à l'échelle mondiale, évidemment. C'est pour ça que je dis ça pareil pour le capitalisme, pour l'impérialisme, etc. Et c'est aussi pour ça que tu avais parfois des gens qui ont commencé à militer contre l'impérialisme et qui ont fini par se perdre dans des trucs totalement confusionnistes, un peu, je sais pas, même, voilà, je dis, ésotérique chelou, nationaliste chelou, etc. Mais parce que, oui, quand tu t'attaques à l'impérialisme, t'es en mode, comment tu fais pour pas te tirer une balle, quoi? Les nazis regrettaient la perte de leur forêt en Rhénanie, ils avaient une taille très anti-moderne et le Reich de Milan, impossible de pas y voir une sorte de millénarisme. C'est pas exactement la même, mais les liens sont ténus. Et il y a toujours un côté apocalyptique dans ces trucs-là. C'est là qu'il y a une forme de censure aussi, c'est une catastrophe qu'on sait plus qu'on ne sent, ce qui peut augmenter l'angoisse car on n'est pas en prise directe avec les conséquences, chez nous en tout cas. On le voit sur des hausses de température ou ces informations, mais notre quotidien n'est pas tant que bouleversé. Ouais, en fait ça c'est que en vrai notre quotidien il est bouleversé. Genre en vrai, ça se répercute sur l'alimentation, ça se répercute sur les récoltes, ça se répercute sur les maisons qui se retrouvent sous l'eau plusieurs fois par an. Tu vois, en vrai, ça se répercute sur notre quotidien. Mais il y a toujours un truc de, comme ça attaque toujours à partir des marges, que ce soit les marges de l'Empire, donc littéralement le Sud, soit les marges de la France, c'est-à-dire la France périphérique, le monde agricole, qui, ok, il y a la FNSEA, mais la FNSEA, elle est en mode comment on s'adapte. Elle n'est pas en mode comment on arrête ça. Donc ça reste les marges de la vie politique française, de la machine de production française, etc., etc. Donc c'est pas... en vrai, les conséquences, elles sont déjà là. T'as déjà des gens qui ont perdu leur maison, t'as des gens qui ont perdu... Évidemment, ok, on reste dans le Nord, et puis bon, tu perds ta maison, t'as les assurances, et puis c'est la sauce, et puis de toute façon, tu restes en France, etc., rien. Mais il y a quand même un truc de... Ça arrive au quotidien, et on y peut de moins en moins grand chose, quoi. Genre il y aura plus d'eau au Maroc et le reste de l'Afrique du Nord on fait comment? Bah oui, genre mais même la désertification qui commence à progresser en Espagne, et spoiler alert, après l'Espagne c'est la France, hein. Donc et même la sécheresse de plus en plus présente dans le sud de la France, des trucs comme ça, etc. Bref. Antitech Résistance, c'est une asso qui fait exactement ce que tu décris. Qu'est-ce que je décris? Le dooming, la pente fascinante du dooming. Ouais, c'est ça, exactement ça. Mais du coup face à ce dooming là, t'as des trucs comme Antitech Résistance qui justement n'aiment pas les soulèvements de la terre parce qu'ils vont un peu à l'encontre de ça et qui viennent politiser en faisant beaucoup plus de ponts avec les autres luttes et qui sont plus efficaces. Mais du coup, ils viennent utiliser ce dooming, quitte à ne pas sauver le monde, autant essayer au maximum de faire brûler le colosse. T'sais. Et c'est vraiment un truc de... Je pense même pas qu'ils pensent sauver quoi que ce soit. Hein. En vrai, je trouve que Gramsci, ouais, il a bien résumé le truc. Hein. L'optimisme de la volonté, le pessimisme de la raison. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.